Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce matin sur la radio Génial Taxi FM à Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec nos confrères. Ce matin, nous parlerons de beaucoup de choses. Nous reviendrons sur la conférence sur la date avec l'équipe de l'Indien. On n'a pas véritablement parlé la semaine dernière. On va revenir dessus avec une seule question à la clé. Dans quelle proportion finalement la dette profite-t-elle au Togo? On va y revenir. Nous parlerons de ce sujet d'actualité, l'augmentation des frais d'électricité au Togo. Comment comprendre une telle décision du gouvernement togolais? Est-ce un cadeau ou une surprise finalement aux populations? Les conséquences sociales d'une telle mesure, avec les confrères, on reviendra sur le sujet. On pourra aussi placer un mot sur l'actualité internationale et ça se passe au Gabon, avec la fuite, je veux dire l'exil des Bongo. Pourquoi les anciens dirigeants africains sont-ils obligés de vivre hors de leur pays après la présidence? Une question qu'on va poser clairement. Avec qui? Avec nos confrères de l'ENI, Gérard Ouessant, le patron du journal Cita, Sylvestre Béni, le patron du journal La Manchette, et puis Aubin Koutélé du site Togo Média 24.tg. Bienvenue chez nous sur Taxi FM. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Bonjour Gérard. Bonjour Eric. Bonjour à tous ceux qui écoutent Taxi FM en ce moment. Et bonjour à mes deux confrères Aubin et Sylvestre. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Aubin Koutélé. Bonjour Eric, bonjour à tous les confrères, bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci d'être là avec nous ce matin. Bonjour Sylvestre Béni. Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. On va d'abord commencer par ce sujet qui fait un peu mal aux Togolais. C'était la semaine dernière, mercredi pour être précis, car nous avons découvert donc dans le journal officiel l'augmentation des prix d'électricité. Alors Sylvestre, je vais commencer par vous. J'avoue quand même que ça a été un choc pour vous, enfin, puisqu'on en a parlé un petit peu bien avant. Oui, en réalité, c'est un gros choc. C'est un gros choc. Vous vous rappelez que la semaine dernière, nous avons quand même débattu de ce sujet-là, surtout de la gestion de l'électricité au Togo. Il y avait le nous qui nous divisait entre Gérard et moi. Il y avait ce nous-là qui nous divisait, qui nous a un peu opposés. Et finalement, après, nous avons appris que le prix donc du kilowattheure a été augmenté et tout.
J'avoue que c'est un gros choc pour tous les Togolais, parce que je le disais la dernière fois, hein, avec le phénomène de la vie chère, les gouvernants nous avaient promis toute une batterie de mesures, hein, sociales pour juguler la crise. Et donc, si au lieu, hein, de ces batteries de mesures, ne serait-ce que pour soulager les Togolais, c'est plutôt à une augmentation, hein, du prix donc du kilowattheure ou du prix du courant, si, comme on le dira de manière vulgaire ou le commun des mortels. J'avoue que c'est difficile pour les Togolais. Mais vous savez, à un moment donné, j'ai l'impression que voilà quoi, on fait tout, ne serait-ce que pour mettre les Togolais totalement tétraplégiques, parce que financièrement, les Togolais sont sur les rotules. Maintenant, avec cette augmentation donc du prix donc de l'électricité, j'avoue qu'il y a beaucoup qui risquent même donc de mettre la clé sous le paillasson, parce que vous savez, d'abord l'électricité est chère au Togo, ça il faut le dire. Si ceux qui ont peut-être la chance de vivre dans d'autres pays, vous verrez qu'au Ghana par exemple, à 3 mois ou 4 mois, ou parfois même jusqu'à 5 mois que vous aurez donc la facture d'électricité, mais vous verrez que vous n'avez pratiquement rien consommé, en parlant en termes donc de coût ou de prix de l'électricité. Maintenant, si déjà les Togolais se plaignaient de ce qu'ils payent, parce qu'il suffit que vous ayez peut-être un climatiseur chez vous, c'est comme si vous êtes déjà dans la minorité, dans l'opulence, parce que tellement donc les factures reviennent chères. Maintenant, avec cette augmentation, je me dis que beaucoup, tous ceux qui sont dans le commerce et tout, et qui sont obligés peut-être de faire avec la clim et tout ça, et c'est véritablement donc de travailler, mais donc d'aller verser l'argent au niveau donc des guichets de la Sûreté. C'est cela. Donc, et depuis quand vous écoutez les arguments soulevés ici et là, ne serait-ce pour convaincre les Togolais, je me dis que on tire seulement donc. Il n'y a rien de concret, de conséquent pour justifier cela. Maintenant, si c'est la 5e République qu'on nous a tant promis, allons-y. Ce qu'on fait, bon, ils vont se dire nous allons nous énerver, mais nous ne pouvons rien faire. C'est cela. Ça peut être aussi le langage aujourd'hui chez les dirigeants. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Parce que depuis qu'ils sont là, quand ils font, donc on dit seulement et puis on continue. Donc ils vont se dire, oui, bon, ils vont s'énerver, mais ils vont rien faire. Du moment où il y a, au niveau de la minorité, il y a certains qui ne payent même pas, mais qui consomment plus que peut-être 4 ménages réunis, mais ils ne payent même pas. Et donc, il y a tellement donc, de choses, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une communication du ministère des Mines, des télécommunications, des mines de l'énergie plutôt, qui a suivi un peu plus tard, après la découverte dans le journal officiel de cette augmentation du prix de 2 kWh. Le ministère évoque un certain nombre de déséquilibres entre le coût d'approvisionnement et le prix de vente, jusqu'à la récente augmentation. On nous dit également que l'État du Togo soutient énormément ce secteur d'électricité. Par exemple, l'État a mobilisé un peu plus de 31 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur, préserver la continuité, ce sont leurs mots, la continuité du service et réduire les déficits énergétiques préjudiciables à la vie économique et sociale du Togo. Quand vous écoutez ça... Ça a été toujours le langage. Et figurez-vous, lorsque les Togolais se plaignaient donc de la hausse du carburant, on nous dit non, l'État soutient fortement au niveau donc du carburant, l'État fait sa part et tout ça. Maintenant, on leur demande, bon, maintenant, donnez-nous la vérité des prix pour qu'on puisse au moins savoir la quote-part ou la part donc, de l'État. Mais ils sont incapables de nous les donner. Ça fait des années qu'on demande la vérité des prix au niveau du carburant. Maintenant, si au niveau de l'électricité, on leur demande, OK, montrez-nous donc, il faut une traçabilité, il faut la transparence dans la gestion. OK, dites-moi combien on vous fait donc le kilowattheure peut-être de l'étranger, combien vous les vendez aux Togolais et quelle est donc la part de l'État, ils seront incapables de vous les donner. Oui, pour vous, donc c'est trop facile de nous dire que l'État a envie de 31 milliards. Oh, c'est trop facile.
dit véritablement comment ça se passe. On pourrait revenir sur cette question parce qu'en réalité, quand on parle de l'énergie électrique, ça a un rapport également avec tout ce qui entoure le carburant et tout le reste. Je vous donne la parole aux autres. Aubin d'abord. Aubin, comment est-ce que vous analysez cette nouvelle situation aujourd'hui? Oui, mais je l'analyse avec amertume, Eric, parce que d'abord, il y a beaucoup les Togolais vivent avec beaucoup de difficultés. Quand on parle des produits de première nécessité, quand on parle du maïs, le sucre, il y a toujours ces genres de choses que les populations ont besoin, mais qui sont déjà chères. Aujourd'hui, on va faire face encore à cette augmentation. Cela veut dire qu'il y aura une répercussion sur un certain nombre d'activités que les gens vont mener, notamment les gens qui vont fermer parce qu'ils ne peuvent pas tenir par rapport à cette augmentation. Les moulins, vous allez voir que dans quelques temps, on va dire que on a augmenté le prix par rapport au bol. Et pour vous moudre le bol maintenant, on va dire qu'on a augmenté que peut-être ça va passer de 200 à 300 francs. Donc il faut dire que c'est avec amertume qu'on a constaté cela. Et j'ai déjà remarqué cela ce matin parce que j'ai essayé de faire j'ai essayé de faire un rechargement ce matin. Vous savez, entre-temps, quand on fait le rechargement du Cash Power, ils vous envoient un message où ils font un prélèvement de la société de téléphonie mobile chez laquelle tu as eu affaire. Ils font le prélèvement. Maintenant, en dehors de ça, j'ai remarqué qu'ils ont mis, avant ils mettaient taxe zéro. Bon, cette fois-ci, j'ai remarqué qu'ils ont mis taxe jusqu'à 900 francs pour un paiement d'environ 15 000. Donc, ça veut dire que déjà, oui, je peux vous envoyer. Chez quel opérateur? En fait, la taxe n'était pas liée, n'est pas beaucoup plus liée à l'opérateur. L'opérateur, le prélèvement que l'opérateur fait, c'est souvent environ de 200 quelque chose. Maintenant, en dehors de cela, il y a une taxe on a écrit taxe de 900 qui se sont ajoutés. Donc, ça veut dire que c'est déjà compliqué. 900 francs pour un paiement, c'est vraiment à revoir. Je pense que quand on nous parle de la dette, on va aborder la question de la dette. C'était beaucoup plus pour juguler les questions de crise sanitaire dans le nord du pays, les mesures sociales. Mais quand on remarque que l'État ne peut pas nous garantir cela, parce que au cours d'une interview accordée à la chaîne New World TV, M. Fonyazingue nous disait que quand vous êtes au Togo, il y a un minimum de biens ou bien de biens que vous devez avoir. L'eau, l'électricité, il a notamment cité l'eau, l'électricité. Exactement. Mais quand on regarde aujourd'hui que c'est le bas peuple, le bas peuple qui doit mettre la main encore dans la poche parce que les gens ont déjà des difficultés à pouvoir se nourrir convenablement. Et il faudrait encore mettre la main dans la poche pour pouvoir encore payer pour ce qu'on peut dire des ratés de la gouvernance. Parce que pour qu'on en arrive aujourd'hui là, et qu'il faudrait qu'on puisse encore ajouter. Est-ce que au niveau de la gestion, de la structure même, qui gère la question de l'électricité au Togo, cette question, si vous voulez, on va l'aborder clairement. Comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui à ce que l'État soit dans l'incapacité de faire son travail et de la faire payer plutôt donc aux citoyens en augmentant de 12,5% le prix de kilowattheure. On va revenir sur cette question précise. Je donne la parole à Gérard Rouissan et voir comment est-ce que lui analyse cette nouvelle situation. Gérard Rouissan. Bon, les confrères, ils ont dit beaucoup de choses. Seulement, moi, vous vous rappelez que lundi, on voyait venir cette situation. On voyait venir. Oui, bien sûr. Moi, j'étais même presque sûr que ça allait arriver. C'est évident. Depuis la crise du Covid, où on a fait des manipulations, je me demandais si cette position était tenable pour le gouvernement togolais de continuer à verser de l'argent dans l'électricité, dans la production de l'électricité. En tout cas, Eric, vous savez, pour tout État, un État responsable, un des devoirs premiers de l'État, c'est de fournir de l'énergie à sa population. Partout, c'est comme ça. Même s'il faut aller voler ailleurs et approvisionner ses concitoyens en énergie, on le fait.
Et quand un État n'arrive pas à le faire, c'est parce que il est défaillant. Soit on s'en va chercher dans les entrailles de la terre, chez soi, soit on en importe, soit on en fabrique, on invente, mais votre population, vous devez la fournir en énergie. Je voudrais vous donner un exemple qui peut-être va vous faire rire. Quand vous allez en Allemagne, tout le monde mange de la banane. C'est moins cher. Et un jour, je parlais avec mon professeur d'économie politique et il me dit, mais écoutez, si l'État fait tout pour avoir de la banane moins chère en Allemagne, c'est pas pour rien. Parce qu'on sait que la banane donne de l'énergie, on nourrit la population pour qu'elle puisse travailler. Dans le temps, ça m'avait fait rire, mais je vous jure que c'est une méthode que moi j'applique jusqu'à présent, même dans ma rédaction. Vous permettez aux gens, entre-temps, de faire une pause, de bien manger, vous allez voir, on décuple, le travail va mieux, quoi. Ah ouais. Vous avez des ouvriers sur un chantier, donnez-leur à manger, vous allez voir, le travail sera bien fait, mieux fait, avec précision, et voilà. Donc, un État qui n'arrive pas à donner de l'énergie, à fournir sa population en énergie, c'est que il est défaillant. Donc, subventionner l'énergie n'est pas du tout quelque chose de particulier. Il faut le faire, c'est une obligation. Maintenant, on peut subventionner et subventionner mal, très mal. Et c'est ce qui se passe au Togo. Je donne un seul exemple. Vous voyez les branchements araignées. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas seulement que c'est vilain. C'est du gaspillage d'énergie inimaginable. La perte d'énergie. Des pertes, voilà, les pertes d'énergie. Là où on doit utiliser des câbles de, je ne sais pas quoi, de 5 cm, de 10 cm, on en utilise de 3 mm. Et donc, vous produisez de la chaleur, tout simplement. Au lieu que l'énergie soit utilisée pour allumer, pour faire ceci, vous transformez tout ça en chauffe-eau, en fait. En chauffe rien du tout, quoi. En chauffe-vent. Donc, l'énergie est perdue. À quoi ça sert pour le Togo de venir prendre de l'argent chez les concitoyens, remplir les caisses du trésor public, aller acheter du carburant ou bien du gaz ou bien je ne sais quoi pour produire de l'électricité, et faire partir ça en fumée? Ça n'a aucun sens. C'est du gaspillage, tout simplement. C'est comme une femme qui disait à son mari, mais écoute, moi je dépense beaucoup d'argent pour cette maison, pour acheter la nourriture, tout est c'était devant moi. Et le mari dit, oui, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Mais partout dans les plats, il y a de la nourriture qui reste que tu jettes. Ça ne te sert à rien d'aller acheter, tu dépenses, c'est vrai, tu dépenses beaucoup, mais tu gaspilles. Donc ça ne sert à rien. Donc moi je pense que le problème premier du Togo, c'est investir dans l'énergie, mais savoir où investir. Pourquoi est-ce qu'on n'économise pas l'énergie? C'est l'exemple que j'ai donné par exemple tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans la recherche pour les panneaux solaires? Pourquoi est-ce que nous devons importer encore des panneaux solaires alors que vers Baguida, il y a plusieurs années, un monsieur qui avait fabriqué un chauffe-eau à base d'aluminium. C'est comme une sorte d'entonnoir, vous mettez au salon, Eric, je vous jure, après quelques minutes, l'eau bout, sérieusement. Parce que c'est comme une cône. C'est une cône, donc tout le soleil, vous voyez les loupes là, ou bien les trucs de cigarettes là dans l'aluminium. Oui. Voilà, ça concentre l'énergie et en quelques minutes, l'eau commence à bouillir. Ce monsieur, je l'ai cherché après en vain. Il a pris les bagages, il est parti. Mais pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas de toutes petites initiatives? Le génie togolais. On ne croit pas au génie togolais et on s'en va acheter. On vient, on gaspille. On achète, on vient, on gaspille. Moi, je veux bien qu'on pardonne au gouvernement togolais certaines insuffisances. Mais il ne faut pas qu'il soit tout le temps dans l'erreur. Tout le temps dans l'erreur. Parce que dire qu'il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, on vous dira que dans d'autres pays aussi. Excusez-moi, Jérôme, est-ce que la situation actuelle dans laquelle les Togolais ont été conduits, on va le dire ainsi, est-ce qu'elle est tenable aujourd'hui? Tout est cher dans le pays. On avait parlé la dernière fois de la paupérisation généralisée. Une nouvelle augmentation des prix de l'électricité, parce qu'on est en train de dire que si on n'augmente pas impérativement les prix à ce coût-là,
on risque d'avoir du noir dans les mois à venir. Mais est-ce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle est tenable? Oui, mais moi, je ne veux même pas m'aventurer sur ce terrain. Quelle situation est tenable aujourd'hui, Eric, dans ce pays? Quand quelqu'un sort, il n'est même pas sûr de revenir parce que chaque jour, il y a des accidents mortels. Quelle situation est tenable quand vous allez à l'hôpital, vous avez 30%, 40% de chances de revenir les pieds devant, c'est-à-dire mort. Quelle situation est tenable? C'est-à-dire que regardez un peu tous les secteurs. Qu'est-ce qui marche? Moi, je me dis, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Et Sylvestre me parlait tout à l'heure de ce nous dont j'ai parlé, mais je persiste. Je me dis, mais on doit nous obliger, on doit nous permettre d'être tous impliqués dans la gestion de la chose publique, afin que chaque citoyen fasse montre de génie. Et c'est seulement à ce prix-là qu'on pourra résoudre les problèmes. Mais pensez que, je ne veux pas être impoli, mais que quelques individus, une trentaine d'individus, se disant ministres, trouvent des solutions à tous nos problèmes. Moi, je ne crois pas. Je réfléchis un peu comme les Américains. Vous savez, les Américains, l'État doit rester dans son coin. C'est-à-dire que l'État crée un cadre pour que l'Américain ait une meilleure vie, mais la production de richesse, c'est l'Américain lui-même. L'État est là seulement pour assurer la sécurité, créer le cadre légal, par exemple, le cadre sécuritaire, le cadre social qu'il faut. Mais la production de richesse, le bien-être, c'est nous-mêmes qui devons le produire. Quand je parlais tout à l'heure, il y a quelque chose qui me vient dans l'esprit. Sylvestre parlait des climatiseurs, d'accord. Le climatiseur coûte cher. Mais imaginez le service que celui qui a inventé le thermostat a rendu au consommateur. Le thermostat, c'est quoi? Quand le climatiseur travaille, à un moment donné, quand ça atteint la température, oui, bien sûr. Mais ça se coupe. Ça se coupe tout simplement. Quand vous amenez dans ce pays encore des frigidaires qui n'ont pas de thermostat et vous prétendez subventionner l'énergie, mais c'est une parfaite bêtise. C'est du gaspillage. Vous gaspillez les fonds publics. Vous achetez du carburant, vous achetez de l'électricité, mais que vous foutez en l'air. Alors, créez le cadre qu'il faut, importer seulement des frigidaires ou bien des climatiseurs à thermostat, des appareils à thermostat, des lampes LED et tout ça là. Et puis les populations vivront mieux. Moi, je pense qu'au Togo, il y a trop de gaspillage. Il y a quelques années, disons, la T2 a travaillé quelque part et l'eau coulait. Ça coulait. Je les ai appelés, je leur ai dit, ça c'est de l'argent. Donnez-moi 2 secondes. C'est de l'argent public. Oui. Ils ne sont pas venus. Mais j'ai encore appelé, là, j'ai dû appeler leur patron. Imaginez 3 mois que l'eau coule. Après, on va dire qu'on subventionne l'eau. Après, on va dire qu'on a augmenté le prix de l'eau. Donc, il y a tellement de choses que la société civile devait faire. Et j'exhorte le gouvernement à nous permettre, au lieu de fermer toutes les pistes, à permettre aux gens, aux journalistes, à la société civile, tout ça, de travailler. Oui, que chacun fasse sa part. Alors, Sylvia, tout à l'heure, j'ai demandé à Gérard si la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si elle est tenable. J'ai eu ma dose, la réponse, je vais dire, pour être un peu poli aussi. Mais attendez, comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Que la CET, ceux qui travaillent là-bas pour nous donner de l'énergie, nous payons en retour. Comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui, qu'on nous dise que c'est plus possible de continuer si, nous ne payons pas plus? Oui, je crois que c'est... Qui sont responsables de ça? Non, il faut vite trouver. C'est ceux qui sont à la manette, c'est ceux qui sont à la gestion, donc, à la gouvernance locale, à la gestion de la nation, parce que vous savez, on ne peut nullement les dédouaner, d'autant plus que c'est le même système qui est là depuis des années. Et normalement, lorsque vous êtes dans un domaine donné, plus les années passent, vous devez avoir plus d'expérience et donc mieux gérer les choses. Mais ici, je pense que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que plus le pays prend de l'âge, puisque nous avons eu 65 ans, je crois, la dernière fois, 65 ans d'indépendance que nous avons commémoré la dernière fois, plus le pays prend de l'âge, plus les choses deviennent véritablement compliquées. Et pour ceux qui sont là depuis des années, ils n'ont plus la main en fait. Ils n'arrivent plus à gérer convenablement le pays. Si bien qu'à chaque fois, il faut recourir, il faut prendre pour base le bas peuple qui souffre déjà. Comment est-ce que depuis des années, je l'ai dit la dernière fois, 65 ans pour ce petit pays, je l'ai dit, ce n'est pas péjoratif. Tout le monde sait que le Togo n'est pas grand.
c'est seulement 56 600 km². Et après 65 ans, nous soyons encore dépendants d'autres pays africains pour avoir donc de l'énergie. Or, je l'ai dit, le Togo n'est pas grand. Vous avez tellement fait miroiter des projets, contour global, et efficience power et tout, tellement donc de choses, si bien que tous ces projets-là aussi annoncés n'ont véritablement pas permis au Togo de décoller. Si bien qu'on est obligé d'augmenter le prix donc de l'électricité pour véritablement pour devenir solvable vis-à-vis donc de ceux qui... Oui, mais qui sont responsables? Parce qu'il va falloir trouver un responsable ou des responsables de la situation que nous vivons. Qui sont-ils, ces gens? Appelons les choses par leur nom. C'est les gouvernants. C'est les gouvernants qui en sont responsables. Parce qu'en réalité, qui fait là, donc, la politique nationale? La politique d'un pays, c'est eux. Et donc, pour avoir donc, une politique, il faut avoir donc, un certain nombre de défis à relever. Et donc, ils doivent savoir que oui, au niveau donc, de l'électricité, c'est vrai que nous avons eu tellement de projets qui n'ont pas marché. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Mais malheureusement, ce qu'ils ont trouvé seulement à faire, c'est d'augmenter le prix donc, de l'électricité. En réalité, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont plus la main, en fait. Et donc, lorsque devant cet état-là, normalement, la meilleure des choses à faire, c'est que vous avez essayé, oui, ça fait des années que vous êtes là, passer la main à quelqu'un d'autre, lui aussi, on va l'essayer. Peut-être que quelqu'un, si les choses se faisaient comme dans une vraie démocratie, parce que le Togo n'en est pas une, ça il faut le dire, si nous étions dans une vraie démocratie, vous verrez que, malheureusement que nous n'avons aussi plus les élections présidentielles, c'est un candidat qui viendra et qui va nous dire, mais peuple togolais, je sais que vous souffrez en termes donc de fourniture d'eau potable, d'énergie et tout. Moi, je vous dis, si je viens en 5 ans, je vais régler ce problème-là. Il viendra également avec son génie. On va l'essayer. On nous a tellement affamés. Il y a une paupérisation de la population, si bien qu'il y a un candidat qui nous a dit, mais si moi je viens au pouvoir, au moins je vais faire nourrir les Togolais 3 fois par jour. Vous vous rappelez donc de Sauter de vie? Bien sûr. Le programme de Sauter de vie dit, moi si je viens, au moins les Togolais vont manger au moins 3 fois par jour. Parce qu'il se dit, c'est là où les Togolais souffrent. Voyez-vous? Donc quelqu'un aussi viendra avec un bon projet où dit, moi, j'ai tellement donc d'amis, nous avons tellement d'idées, nous avons des projets de panneaux solaires, nous avons ci, nous avons ça. Je vous dis, en 5 ans, nous allons réduire drastiquement donc, le coût du kilowattheure et les Togolais et tout ça. Vous verrez que les gens viendront avec des projets. Mais ici, ceux qui sont là veulent être là, ils font tout pour être là. Et donc, les problèmes s'accumulent. Si bien que devant la montagne donc, de problèmes qu'ils ont, la seule chose à faire, c'est d'aller encore et frapper donc la poche donc du Togolais Landa qui souffre, le Togolais d'Adjengré, de Pipakandi qui vont souffrir pour encore payer l'électricité. Alors, le gouvernement togolais semble nous dire aujourd'hui que le chantier là dont vous parlez à peu près aussi, celui d'atteindre 100% d'accès à l'électricité d'ici 2030 ne pourra se faire sans des choix responsables et une mobilisation continue. Et c'est là où je veux poser la question aussi à Aubin Koutélé sur cette question, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord, comme certains ont commencé par le dire, faire des audits clairs dans chaque secteur pour que nous soyons situés, pour qu'une responsabilité soit située? Qui sont les responsables? À quel niveau devra-t-on véritablement agir? Est-ce qu'il y a une garantie aujourd'hui que si tout le monde paie sa facture, plus les 12,5%, nous aurons l'électricité et qu'il n'y aura pas de problème? Non, mais exactement. Je pense que la question est domaine dans tout secteur d'activité et les gens travaillent que sur des performances. Si on est d'accord que les gens travaillent sur des performances, ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse voir la performance de certaines structures, notamment les structures étatiques. Peut-être qu'on aura même à aborder la question de l'administration de façon globale dans une autre émission, mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse revoir cela. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui c'est 12%.
Si demain, on nous dira que non, que malgré le fait que la population assume maintenant cette charge, que vraiment ça n'arrive pas, il faudrait qu'on puisse encore augmenter. Et on va augmenter parce que les gens se disent, quand on augmente, ils vont murmurer, 2-3 jours, ils vont s'y adapter. Mais quand on regarde au niveau de la manière dont on accorde les crédits, est-ce que les gens ont suffisamment, les PME ont suffisamment de crédits pour pouvoir être viables? Donc, il faut dire quand même qu'il faudrait qu'on revoie la gestion. Il faut qu'on fasse l'audit, comme vous l'avez dit, qu'on puisse regarder au cours des 20 dernières années, comment est-ce que la gestion a été faite là-bas. Pour tout ce qui concerne les dépenses, on a eu à entendre qu'il y a eu plusieurs dépenses qui ont été effectuées et sans même sans même comment on l'appelle, des bons de commande. Il y a plusieurs choses que les gens ont fait et sans quand même que ça ne puisse respecter tout ce qui concerne le marché public, parce qu'on ne peut pas comprendre que les habitants... L'orthodoxie financière. Voilà, donc les concitoyens payent de l'électricité, ils payent. Donc comment on ne peut pas comprendre que les gens qui payent, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas sûr que quelqu'un qui ne paye pas, bon ça aussi c'est un autre cas, ceux qui n'ont aucune influence au niveau du pays, il y a certains qui payent, mais il y a certains qui ne payent pas. Mais malgré tout ça là, oui, ça peut être le nœud du problème qui est des citoyens qui ne payent pas. On parle pas des gens qui fraudent, mais des gens au perfect qui ne payent pas leurs factures. Mais ça, parce que si on analyse, comme vous l'avez dit, il faut faire l'audit de tout cela pour voir. Parce qu'il faut faire l'audit pour voir, et est-ce que tout le monde arrive à payer? Si tout le monde arrive à payer, mais c'est quoi le problème qui fait que jusqu'à présent, les gens sont encore obligés, on est encore obligé de demander à ce que les citoyens puissent encore payer plus. Parce que quand on fait quand on regarde de façon globale, ceux qu'on estimerait qu'ils ne payent pas, ce n'est pas les gens de la basse classe, ce n'est pas des gens qui peut-être consomment moins de 100 kWh par mois. C'est des gens qui consomment énormément parce qu'il faut faire tourner tout ce qui concerne les climatisations dans les maisons et autres. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire un travail sur lui. Il faut prendre, vous savez qu'entre-temps, si je ne me trompe, il y a eu un communiqué qui nous disait que il y a un cabinet sénégalais qui passera au pays pour mener une enquête de satisfaction. À moins que je me trompe de structure, si c'est pas la CND, c'est la T2. Oui, voilà. Si, entre deux, je crois. Immédiatement, les gens ont réagi, mais a dit qu'est-ce que eux ils ne savent pas, et c'est maintenant qu'il faut le faire, qu'il faut aller chercher. Vous savez, c'est une structure qu'on a utilisée depuis plusieurs années dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que les fonds qui rentrent dans les caisses de cette structure ne sont pas utilisés de façon rationnelle. Parce que on sait comment est-ce que les gens se font les cadeaux en fin d'année pour tout ce qui concerne l'achat des vins, des whisky, mais de l'alimentation, pour tout ce qui concerne la fête des fins d'année, les cadeaux que les gens font aux autorités du pays. Mais selon les informations qu'on a eues, il y a quand même une partie qui vient de certaines sociétés d'État. Donc je pense quand même que c'est le premier responsable du pays qui doit vraiment chercher à comprendre ce qui se passe là-bas. Si on doit résoudre ce problème de CT, de TDE, c'est M. Fogna Singbe qui doit se lever, chercher à comprendre, avoir le détail de tout ce qui se passe. Vous avez écouté Gérard tout à l'heure, on ne peut pas confier le destin de toute une nation à un groupe d'individus, que ça doit être l'affaire de nous tous. Oui, effectivement, je suis d'accord sur cette assertion, mais vous savez que nous avons élu, ou bien, je ne sais pas comment est-ce que, oui, nous avons élu parce qu'il a été désigné par... Jusqu'à récemment, oui. Il a été désigné même par une assemblée nationale qu'on estime qu'on a élu, que les Togolais ont élu. Donc ça veut dire que la responsabilité, ce qu'on demande, c'est que on ne demande pas ce que le président de la République descende au siège de la TDE pour fouiller dans les papyrasses, mais c'est de donner des instructions pour qu'on puisse lui faire un audit ou bien un compte rendu clair de ce qui se passe. Si les gens savent qu'il n'y aura rien, ils ne sont pas inquiétés, il y aura pas d'audit pour dire qu'il y a eu surfacturation, est-ce qu'il y a eu des marchés qui ont été passés sans même qu'on puisse avoir lancé le marché. Donc ça veut dire que
il faudrait qu'on puisse avoir une idée claire de comment est-ce que la gestion, les entrées, les dépenses, comment est-ce que la gestion est faite de cette structure. Parce que ça fait plusieurs années que on subit cela. Même ça, c'est parce qu'il y a eu un communiqué clair qui nous dit que il y a eu une augmentation. Parce que entre-temps, vous allez payer, vous vous levez un matin, vous payez votre compteur cash-power, vous faites votre rechargement, vous allez voir qu'avec 5 000, vous pouvez avoir 42 kW. Et là, le prochain rechargement, vous allez vous retrouver avec 30 ou bien 40. Donc, avec 35, on vous dit que c'est une question de consommation dans le mois. C'est un peu plus compliqué pour les gens de pouvoir s'y adapter. Je pense quand même que, comme c'est suggéré, ou bien comme tu vous l'avais dit, il faudrait qu'on puisse vraiment trouver un cabinet qui va venir auditer cette structure de tous les directeurs qui sont passés, plutôt que de venir nous demander si on est satisfait des services. Aujourd'hui, l'horizon 2030, 100% de l'électrification, je pense quand même que ce n'est plus possible, ça ne peut pas y arriver parce que il nous reste 5 ans. Et le défi aujourd'hui, c'est que il y a cette urbanisation qui est assez galopante et la viabilisation ne suit pas. Vous allez voir comment est-ce que Lomé et les quartiers périphériques se développent, mais pour trouver de l'eau et de l'électricité, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Oui. Et effectivement, la question qu'a évoquée Gérard, la fuite de l'énergie, c'est quand même quelque chose que les gens ne maîtrisent pas. Et ceux qui sont dans le domaine de l'électricité ou bien de l'énergie, ils vont vous dire que ça, c'est beaucoup de pertes que l'on subit, que la CET ou bien la structure subit. Parce que vous allez voir les fils, tellement les fils sont raccordés que d'autres fils tombent. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment que cette structure soit restructurée. D'abord, en passant par un outil qui va peut-être proposer des pistes de solutions. Parce que la population ne peut pas, on ne peut pas nous garantir que cette augmentation n'est que la dernière. Parce que peut-être dans 2 ans, on va encore nous dire que c'est un peu compliqué. Il faut faire l'effort pour pouvoir encore. Oui, mais on va encore nous dire, parce que si la situation est intacte, c'est-à-dire que si la même gestion est faite de la structure, ok, si la même gestion est faite de la structure et que on n'a pas une idée claire de comment est-ce que les choses sont gérées dans cette structure, je vous dis que on nous reviendra dans 2 ans nous dire donc on va encore augmenter, ou bien il y aura des augmentations assez subtiles que vous ne pouvez même pas remarquer. Il va falloir que vous puissiez prendre note de tout ce que vous avez fait comme rechargement au cours de l'année pour pouvoir percevoir qu'il y a eu une augmentation. Ils peuvent le faire de façon subtile. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse revoir les choses pour que le bas peuple qui souffre déjà ne puisse pas quand même encore mettre la main dans la poche. Alors, Gérard, est-ce qu'on va s'en sortir là à l'allure où vont les choses? Est-ce qu'il faut un audit en réalité pour pouvoir nous situer sur le degré, le niveau de décrépitude de la CET aujourd'hui? Ah oui, les confrères l'ont dit. Il faut non seulement un audit de cette entreprise-là, mais éviter tout gaspillage. Moi, quand je parle de gaspillage, je parle de vols, les surfacturations et les salaires trop élevés, des véhicules qu'on ne devrait pas affecter à certaines personnes et beaucoup de choses. Donc, c'est tout cela que moi j'appelle gaspillage des fonds publics. Il faut arrêter ça. Comme ça nous permettra à nous, citoyens, de ne pas payer plus. Parce qu'il y a une évidence aujourd'hui, c'est que le coût de production de l'électricité est supérieur au prix de vente. Ça, c'est une évidence. Et donc, l'État est obligé de subventionner. Maintenant, pour pouvoir continuer à subventionner, il faut diminuer de façon drastique tout ce qui est gaspillage. Allez dans certains ministères, vous allez voir, Eric. Moi, j'essaie de comparer un peu. Quand je fais un petit voyage, que ce soit au Ghana, au Bénin, je ne sais pas partout, j'essaie d'observer. Les détecteurs de mouvement, ailleurs, c'est partout. Dès que vous passez, la lumière s'allume. Quelques secondes après votre départ, ça s'éteint. Ah oui, bien sûr. Un petit appareil qui s'appelle détecteur de mouvement. Chez nous, ici, vous allez dans les ministères, tout est allumé dans les couloirs, tout est allumé partout. Mais comment est-ce que vous voulez vous en sortir? Puisque vos ressources financières ne sont pas illimitées. À un moment donné, on sera asphyxié. C'est comme quelqu'un qui gagne, je ne sais pas moi, c'est une bêtise, 30 000 francs par jour, disons le SMIC, 55 000 francs par mois. Et puis, il gaspille.
et il dépense plus qu'il ne gagne. Ben, vous aurez beau lui faire des reproches, mais le problème restera le même. Je voudrais dire seulement qu'en Europe aussi, vous savez qu'ils ont le même problème. L'énergie coûte aujourd'hui beaucoup plus cher dans les pays occidentaux, que ce soit en France, en Allemagne, partout. Et ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire des recherches. Chaque fois qu'ils construisent des appartements, bien des maisons, ils construisent des maisons intelligentes, des maisons qui font économiser de l'énergie à travers les matériaux utilisés, l'orientation des maisons et beaucoup de choses. Ils investissent énormément dans la recherche pour épargner, pour économiser l'énergie. Pourquoi est-ce que nous continuons à faire les mêmes bêtises, nous continuons à faire les mêmes choses? Là où je ne suis pas d'accord avec Sylvestre, c'est mon ami, hein, Serré d'ailleurs. Allez-y, non, on est à débat, allez-y. Exprimez votre point de vue. Je ne suis pas d'accord avec lui. Oui, c'est de penser que l'État, il faut tout mettre sur l'État, sur le dos de l'État. L'État est défaillant, ça c'est évident, parce qu'il a enlevé la main de tout le monde. Il dit, foutez le camp, je vais gérer tout seul. Ça c'est un péché cardinal, c'est une bêtise énorme, ça c'est évident. Et donc, la porte est ouverte à toutes nos souffrances. C'est comme ça. Si je vous donne par exemple, je vous demande par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne ceinture pas la ville de Lomé? Vous savez que dans chaque pays, dans les pays où les gens réfléchissent, on ceinture les villes. La ville ne s'étend pas indéfiniment. Parce que quand la ville s'étend indéfiniment, quand vous êtes, je ne sais pas moi, à Kégué, et des gens s'en vont construire à Djagblé, il faut leur amener l'électricité. Il faut leur amener l'eau. Mais ça fait beaucoup de dépenses. Il faut toute la tuyauterie, toute la technicité, la main-d'œuvre, les fuites et tout ce dont on a parlé. Alors que vous allez dans une ville comme New York, mais c'est concentré, c'est en hauteur et tout le monde a les équipements. Comment nous qui sommes pauvres, nous nous permettons tant de gaspillage? Nous nous permettons de ne pas réfléchir. Moi, je crois que dès qu'on réfléchit beaucoup, les problèmes politiques, les problèmes financiers, les problèmes économiques, sociaux, tout ça là, ben, c'est fait. Mais dès qu'on commet l'erreur de dire, ben, nous avons un ministre qui pourra le faire, je vous jure, le ministre, il pense d'abord à son ventre, à sa famille, à ses copines et des choses comme ça. Ils ne sont pas là. D'accord. Très bien. Ben, monsieur, merci. Oui, vous voulez ajouter un mot, Sylvestre, parce que je veux qu'on aborde un petit sujet. Allez-y. Non, aucunement, Gira, c'est mon ami. D'accord. Ben, écoutez, on va aborder un autre sujet. Monsieur, merci beaucoup hein, sur cette question liée donc à l'énergie. Mais attendez, là, c'est l'électricité qui a vu le prix de son kilowattheure augmenter au Togo. Il y a l'eau, et puis il y a les autres aussi. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Il prend la parole. Allez-y, Sylvestre. Écoutez, je crois que ça, généralement, ça va de pair. Ne soyez pas surpris que dans quelques jours, on nous dira que on a augmenté un peu au niveau donc, de la facture d'eau et tout. Vous voyez, vous savez, j'ai l'impression que, et souvent c'est l'État, hein. Vous avez vu qu'entre-temps, lors de la période covidale, il y a eu un certain nombre de mesures et, pardon, c'était au lait, on a supprimé quelques tasses et tout ça sur les factures, vous vous rappelez? Où il y avait certaines mesures concernant donc l'eau et l'électricité et tout. Je crois que c'était sur 3 mois ou quelque chose comme ça lors de la période Covid. J'ai l'impression que ce manque à gagner là où, du moins, cette mesure, on est en train donc de reprendre ce qu'on nous a donné de la main gauche. Ils sont en train de... Avec les novices et tout ça, c'est l'heure de rembourser en réalité? C'est l'heure de rembourser. C'est l'heure de rembourser. Puis sur ces mesures-là, il y a eu des décaissements, il y a eu des prêts et tout ça pour gérer. Ces mesures-là, encore que la gestion même de nos vies, si on connaît ce que dit donc la Cour des comptes sur la gestion elle-même donc de cette période-là. Maintenant, je crois que nous sommes dans une situation un peu compliquée où certains ont mal géré. Maintenant, il faut retourner vers le peuple pour qu'on puisse encore lui soutirer quelques pécules là pour régler les dettes que nous avons accumulées. Donc voilà un peu la situation. Mais est-ce qu'on pourra s'en sortir? Est-ce que nous allons pouvoir nous en sortir? Je crois que si vous connaissez un peu le pays et la manière dont les choses se passent, ça devient beaucoup plus compliqué pour les Togolais.
C'est-à-dire Très bien. Et ça nous amène à parler, si vous voulez, rapidement de la dette. Oui. Oui. Non, je voudrais. La dette. Oui, allez-y. Allez-y, Aubin. Oui, je voudrais en 15 secondes dire que vraiment la CEC n'a qu'à faire beaucoup d'efforts pour communiquer également. Vous savez qu'il y a cette histoire d'éclairage public où les Togolais paient pour l'éclairage public. Et que quand vous faites le tour de la ville la nuit, ou que ce soit à l'intérieur du pays, c'est compliqué d'avoir de l'éclairage public. Hein. Parfois, c'est quand la lune apparaît qu'on a un peu plus de quoi vraiment voir. Parce que quand vous prenez certaines routes, comme le contournement, la route à Dogomé, je ne sais pas à quel endroit se trouve l'éclairage public, mais ce que les gens ne continuent pas à payer. Bon, la CT qui a du mal à communiquer, si ce n'est que pour nous sortir des communiqués de rationalisation des coupures, je pense quand même qu'il faut revoir cela et tout le monde paye et qu'il faut revoir cela. Très bien, mais écoutez, on va parler de la conférence sur la dette. Une conférence. Oh là là. Juste dire ce que j'ai déjà répété, ce que j'ai dit, il faut libérer les énergies. La société civile organisée comme Veille économique ou bien la Ligue togolaise des consommateurs ou bien même nos médias, il faut leur permettre de participer à la gestion de la chose publique. C'est important. C'est un message que nous allons toujours leur dire jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on ne gère pas un pays tout seul. D'accord, très bien. Et puis après, il y a des gens qui sont élus quand même, hein, à qui on a donné mandat. Non, mais c'est pas parce qu'on est élu qu'on est tout puissant. Vous êtes élu, ça veut dire, monsieur, venez nous aider à créer un bon cadre pour nous épanouir. Mais ça ne veut pas dire aller emprisonner les autres, aller les enfermer, les menacer et tout. Non, c'est pas ça. C'est une mauvaise compréhension de la gestion de la chose publique. Il faut aussi libérer la parole parce que vous vous rappelez que le Veille économique a voulu organiser dans ce pays une conférence sur la gestion d'un ministère. Mais le développement à la base. Oui, on a envoyé donc des éléments, donc des forces de, je ne sais pas si disons des forces de l'ordre pour être un peu indulgent, pour viser les lieux, pour les faire vider. Vous voyez tout cela, vous êtes à la gestion donc d'un pays. Et il y a une organisation qui veut faire une conférence de presse sur la gestion d'un ministère. Peut-être que ça vous donnera des éléments pour mieux faire au futur. Mais bon, on a envoyé donc des gens comme si on se reproche, déjà on se dit, oui, peut-être on va sortir des choses sur nous. Non, laissez la personne, et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez également donc des canaux, des moyens pour dire qui ne sont que dans des contre-vérités. Mais on a empêché cette structure-là de Veille économique de faire une conférence juste sur la gestion d'un ministère. Ça veut dire que peut-être nous-mêmes, on se dit, bon, il y a anguille sous roche, et puis on ne veut pas que cela soit comme il est. Voilà. Donc, il faut libérer également la parole. Ça pourra mieux les aider à mieux gouverner le pays éternellement comme ils le souhaitent. D'accord, très bien. Écoutez, monsieur, merci beaucoup. On est fort. Quand on est fort, on gagne. Quand on gagne, on gouverne. Quel est le rapport, Gérard? Je n'aime pas beaucoup cette façon de... Oui, c'est-à-dire que quand on fait ceci, on est fort. Quand on fait fort, on gagne. Quand on gagne, on gouverne. Ça veut dire que c'est l'exclusion. C'est l'exclusion. Nous excluons tout le monde. Nous avons gagné, nous gouvernons, point. C'est pas ça. C'est pas ça. Regardez un peu ailleurs. Les gens font toujours des coalitions. Les gens trouvent toujours des compromis parce qu'on sait qu'on n'a pas la vérité absolue. Il suffit de comprendre ça. Et c'est tout. C'est pas une torture de partager le pouvoir. Ça ne devrait pas être une torture. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris. Parlons de la dette. Juste un mot sur la question de la dette avant la pause. Lomé a accueilli donc cette conférence de l'Union africaine la semaine dernière. On a beaucoup parlé de la dette et il y a dans le lot une question quand même qui a émergé, hein, c'est-à-dire notre dette là, qu'est-ce qu'on en fait en réalité? Aubin, est-ce que vous savez ce qu'on en fait en réalité? Mais Eric, c'est quand même un peu difficile de pouvoir le savoir. Parce que quand vous essayez d'avoir une idée claire de ce qui a fait que le pays puisse quand même, la dette puisse quand même augmenter de façon exponentielle, vous allez voir qu'on nous parle de cette
mobilisation pour pouvoir faire face à la crise sécuritaire dans le nord du pays, notamment avec l'acquisition du matériel militaire, l'amélioration des conditions des forces de défense et de sécurité. Et on nous parle également des mesures sociales contre l'inflation et également les investissements dans les infrastructures. On a pu noter la question de l'aéroport de Lomé, la centrale photovoltaïque de Bita et bien d'autres. Donc, quand on fait cette mobilisation, ces endettements, c'est pour pouvoir nous dire que c'est pour faire face à la question sécuritaire dans le nord du pays, les investissements et les questions sociales. Sauf que quand on essaie d'analyser dans le pays, est-ce que les réalisations ont été effectivement faites comme prévu, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ça. Là, ça nous ramène, comme vous l'avez dit, la dette profite à qui? D'abord, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas, et le bien fondé même de cette question d'organiser même un sommet sur la dette. J'ai réfléchi. Ça vous cause un problème? Oui, ça me cause un problème parce que j'ai réfléchi, je me dis, bon, la finalité, c'est quoi? C'est de faire des propositions. Parce que quand j'ai lu les conclusions, c'est quand même pour dire qu'il faut faire des plaidoyers pour qu'on puisse effacer ces dettes. Mais est-ce qu'on a besoin d'organiser un sommet? Vous dites que vous êtes endetté, mais on trouve l'argent pour pouvoir organiser un sommet. Quand vous voyez le sommet, ça veut dire que c'est des dizaines de millions qui ont été dépensés pour pouvoir organiser ce sommet. Mais quand on regarde dans le pays, on ne sait pas véritablement ce que cet argent qui a été mobilisé a servi à faire. Vous savez quand on prend entre 2020 et 2024, la dette du Togo a totalement accru, passant de 2555 milliards à 4217 milliards. Donc, aujourd'hui, la dette du pays s'élève à 69,12%, je crois. Bon, ce qui est un peu plus en bas du PIB. Voilà. Par rapport au PIB, 69% du PIB, ce qui est un peu compliqué. Vous savez, quand on parle de dette, c'est qu'il y a la dette quand même. La dette qui est, il y a la dette interne et la dette intérieure et la dette extérieure. Aujourd'hui, il faudrait que l'État fasse un effort pour pouvoir régler la dette intérieure parce que quand on règle la dette intérieure, c'est comme si on injecte encore de l'argent dans l'économie. Dans l'économie. Vous allez voir qu'au niveau du Burkina Faso, qu'est-ce que le président burkinabé a fait? Mais quand il est arrivé, il a essayé de corriger cette question de dette, de réparer ou bien de payer cette question de dette intérieure. Et ça a permis quand même d'avoir une viabilité au niveau du pays et l'argent a circulé. Aujourd'hui, on nous dit que c'est pour faire face aux besoins de financement liés à la crise. La crise, oui, bon, ok, notre pays fait face à une crise, on ne peut pas croiser les bras face à cette situation parce que si on croise les bras, ça risque d'envahir, de prendre possession de tous les pays. Mais quand on nous parle des mesures sociales contre la vie chère, est-ce que c'est concrètement cela? Parce qu'aujourd'hui, on voit que le prix du maïs est toujours élevé. Et il y a beaucoup de choses que les concitoyens ou bien les citoyens continuent par payer chèrement. Mais quand on essaie d'analyser la dette, on se rend compte qu'on n'arrive pas à voir ce qui a été dans la matérialisation et ce qui a servi à faire ce que ces milliards qui ont été empruntés sur le marché, que ce soit sur le marché de l'UEMOA ou bien chez d'autres partenaires, on ne sait pas concrètement ce que ça a servi à faire. Et on se rend compte qu'il est également prévu qu'on puisse encore élever un certain nombre de milliards sur le marché régional de l'UEMOA. Oui, donc pour 350 millions de dollars, je crois. Oui. Voilà, quelque chose de plus de 300 milliards. Donc ça veut dire que c'est quand même... j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut dire que le pays... Puisque en 2010, il y avait cette initiative de pays pauvres très endettés, je crois, PPT. Exactement, PPT. Oui. Qui a permis quand même de réduire ce fardeau de la dette. Mais on a remarqué que de la dette, mais on a remarqué quand même que depuis un moment, depuis 5 ans comme ça, le pays s'est extrêmement endetté
et on ne voit pas les réalisations. Mais quand on prend d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui on dit que la Côte d'Ivoire est également endettée, mais quand vous regardez les réalisations que Alassane Ouattara a fait dans le pays, c'est incomparable à ce qui se fait au Togo. Mais si on arrive à faire à s'endetter et qu'on prend, je parle toujours de la route nationale numéro 1, c'est parce que j'arrive à expérimenter cette voie. Et justement, même qu'hier, j'ai eu à faire un aller-retour quelque part sur cette voie, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on puisse dire que depuis plus de 60 ans, on n'arrive pas à avoir une seule voie qui quitte Lomé à Saint-Cassé, une seule voie bien bitumée. Vous allez voir que la route est tout le temps en travaux et que peut-être il y a certaines sociétés que moi j'appelle les sociétés de collage. Parce que quand vous allez voir leur travail sur la voie, c'est de coller les trous. Après, ils repartent les trous. C'est un vrai ça business s'enlève, que les gens font. ils reviennent. Ils reviennent parce que c'est un business. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à faire une route de Lomé à Séquence, ça veut dire que ces sociétés, la plupart vont fermer. Donc, les gens maintiennent ce système-là pour dire qu'aujourd'hui, on est endetté, mais on n'arrive pas à voir les réalisations. Donc, c'est quand même assez difficile de comprendre qu'en 20 ans, et avec ce taux qui est de 69% du PIB d'endettement, on ne voit pas les réalisations au pays. Donc, je pense quand même que... Et c'est la grande question. Aujourd'hui, on emprunte des milliards et sur le terrain, certains de nos concitoyens ont de la peine à voir la réalisation, ce à quoi ont servi donc ces milliards empruntés. Il est 12h sur la radio. On va marquer une pause. Lorsqu'on sera de retour, je poserai la question donc aux confrères, les deux autres qui n'ont pas encore pris la parole sur ce sujet, Sylvestre Béni et Gérard Roussa. À tout à l'heure. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 $. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Je chante radio, 3e édition, encore des vacances sur la radio géniale au rythme des jeunes talents de Logone. Je chante radio. C'est peut-être toi qui succédera à Bernada et Ilala Soumanou. Atelier, chant, une finale en live, des prix et lots à gagner. Je chante radio 2025. Inscription au secrétariat de Radio Taxi FM à Agbalek-Pédo, non loin de la HAC. Info +228 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent. Uniquement sur la radio géniale 93.1 FM. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec Aubin Coutélé, Gérard Roussa et Sylvestre Béni. On parlait de la dette avec cette conférence qui a eu lieu donc à Lomé la semaine dernière. Et je donne la parole à Sylvestre sur cette question. La dette, d'accord, ça participe donc au développement du pays, mais
Sauf que sur le terrain, certains ont le sentiment que ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, ils ne voient rien. Est-ce que vous partagerez leur avis? Oui, en réalité, c'est cela. C'est cela. Vous savez, à chaque fois, il y a des prêts, des emprunts. Mais vous savez, une partie donc de la ville de Lomé a connu, je ne sais pas si je vais dire un semblant de pluie, mais quand même, il a plu hier sur une partie. Oui, c'est juste une partie, exactement. Oui, allez visiter les chantiers abandonnés. Ah non! Et vous verrez toute la souffrance d'être volé. Alors, devant ces gens de personnes, lorsqu'on vous dit que oui, on a fait des prêts et tout ça, ne serait-ce pour améliorer les voies et tout, vous leur posez la question, ils vont vous dire, on fait tout ça là pour quelle finalité, pour quel résultat. Voyez-vous, quand quelqu'un doit garer son véhicule à plus de 300 mètres et faire le reste à pied pour rentrer chez lui, parce que, entre-temps, on a cassé la voie, parce qu'on doit refaire la voie, on doit aménager donc les caniveaux et tout. Et après quelques coups de pioche et tout ça, une fois qu'on a fini à casser tout, on a abandonné la voie et puis bon, les camions et tout ça là, ont quitté les lieux. Et ce monsieur est obligé donc de garer son véhicule à 300 ou à 400 mètres. Il fait le reste à pied avec ses enfants. Ils reviennent donc du coup très fatigués parce qu'ils ne peuvent plus utiliser le véhicule pour aller chez eux. Et ça, personne ne leur dit à quand va finir donc cette souffrance. Et à ces personnes, vous leur dites, oui, on a emprunté de l'argent, on a fait des prêts, tout ça pour aménager des voies. Ils vont vous dire quoi? Voyez-vous, je crois que tout repose sur la gestion du pays. Et ça, on ne dira jamais assez. Je crois qu'Aubin l'a souligné tout à l'heure. En 2010, le Togo a atteint donc le point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pour très endetté, et une grosse partie donc de la dette a été effacée. Mais posons la question aujourd'hui. Où en sommes-nous encore avec la question de la dette? Voyez-vous, on le situe entre 68 et 70% du PIB. Et en termes de chiffres, lorsqu'on parle donc de plus de 4 000 milliards de dettes pour le Togo, et comparé au budget national, donc ça veut dire que la dette fait le double donc, du budget national. Puisque en 2024-2025, on dit que le budget est passé à plus de 2394 milliards, je crois, oui. Oui. Et comparativement à la dette. Donc, ça veut dire que la dette fait le double donc, du budget national. Voyez-vous? Donc, et là, lorsque vous voyez les réalisations sur le terrain, il n'y a rien. Cette voie qu'Aubin a citée tout à l'heure, la nationale numéro 1. La route n'est pas encore bitumée, il n'y a rien, mais on a donné donc déjà un nom à cette voie, c'est l'autoroute de l'unité. Vous avez une fois vu l'autoroute là? Vous avez vu l'autoroute? C'est pas encore fait, mais on a déjà le nom, l'autoroute de l'unité. Mais allez emprunter la voie là. Hein? Je suivais un reportage sur la télévision nationale, lors donc je crois qu'il y a certains expatriés qui sont venus dans l'optique de la contractualisation. Et vous savez le thème il y a un expatrié, un blanc là, vous savez le thème qu'il a employé pour définir cette voie, il parle donc de carnage national. Il parle de carnage national. Oui, sur la TVT, oui. Justement, en définissant cette voie-là. Mais tout cela ne dit mot à personne. Comment est-ce qu'on peut gérer 20 ans ou au-delà? Et on ne peut pas avoir une bonne route, Lomé, Kara, Lomé, Saint-Cassé. On ne peut pas avoir une bonne route. Et à chaque fois, c'est des accidents sur cette voie-là. À chaque fois, des accidents. Mais ça ne dit rien à personne. Au lieu donc de l'appeler donc, la route du carnage national, on l'appelle la route de l'unité nationale. Oui, parce qu'à chaque fois de dire carnage national, au moins ça peut, à un moment donné, toucher donc, notre ego. Et donc, un beau matin, on envoie des catapillars pour refaire tout, quoi, pour qu'on ait véritablement de l'autoroute cette voie-là. Ouais, il y a tellement, donc, regardez un peu au niveau donc, de la ville. C'est-à-dire que rien ne va. Les édifices, les infrastructures pour sortir des terres, donc c'est des privés qui viennent et tout, et ça n'évolue pas. Tout à l'heure, on a cité donc, la Côte d'Ivoire. Regardez donc les autoroutes. Regardez les autoroutes. Et les Ivoiriens sont fiers aujourd'hui d'aller même sur l'autoroute et de prendre
des selfies et tout ça, pour dire, bon, voilà, quoi. Vous connaissez également les Ivoiriens. Oui, ils ont leurs droits, quoi. Ils font le show en Afrique. Aujourd'hui, ils font le show, puisqu'ils ont de bonnes routes. Et quand on a de bonnes routes, au moins, ça limite au maximum les accidents. Ça limite au maximum. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais ça limite au maximum les accidents. Voilà, quoi. Il n'y a rien. Les infrastructures, tout ça, Lomé même, n'en parlons pas. Et vous allez dans la périphérie et tout, véritablement, vous avez de la peine. Or, dans le même gouvernement, il y a un ministre des pistes rurales et tout ça. On a tellement pourvu. Tous ces postes-là, il y a au moins un ministre qui est là. La route Lomé-Vaughan, enfin, je l'ai dit la dernière fois, je le répète. Nous avons fait des prêts, il y a des dettes, mais ils ont financé la voie 2 fois. C'est 2 financements pour la même voie. Il y a rien. C'est-à-dire que où est passé l'argent et tout ça, personne n'a dit mot. Personne n'a été inquiété. Et après, on a fait un deuxième décaissement pour finir la voie. Et le premier décaissement, c'est lié à quoi? Personne. On ne dit mot. Lorsqu'on gère donc un État avec autant de légèreté, de facilité, c'est-à-dire lorsqu'un papa bonheur gère une nation, c'est cela. Personne n'est inquiété. Juste on a sorti donc le ministre à l'époque qui était donc qui avait ce portefeuille, on l'a sorti du gouvernement et depuis il n'est plus revenu, c'est tout. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on évoque ce sujet de la dette aujourd'hui, il va falloir mettre de côté ou mettre juste à côté de ce sujet-là la question de la corruption, de l'impunité. Justement, la corruption, la concussion qui va avec. Parce qu'à chaque fois, vous ouvrez peut-être la télévision nationale, on vous dit, il y a eu don donc du Japon, il y a eu don donc de Nouvelle-Zélande, il y a don de Tchétchénie et tout ça. On a tellement eu de dons, on a tellement eu de prêts. La Banque mondiale par ici, une équipe est passée et tout ça. Mais le FMI et tout. Mais finalement, à quoi sert cet argent? Il faudrait qu'un bon matin, qu'on nous dise, bon, vous parlez trop à la radio, venez, on va vous montrer à quoi sert l'argent là. En 20 ans, il n'y a même pas eu, il n'y a pas eu un stade. Il n'y a pas eu un stade, comme peut-être on le verra au Bénin, il y a des stades flambant neufs avec tout. Il n'y a pas eu cela, donc on ne pourrait pas dire que l'argent a servi à construire donc au moins ce stade-là. Il n'y a pas eu donc des hôpitaux créés. On me parlera peut-être de Dr Lafia. On sait l'argent qui a financé Dr Lafia. Oui, officiellement, c'est l'argent de la caisse. Alors, vous aussi, vous parlerez un peu ce matin comme Nathaniel Olympio. Où va l'argent emprunté d'ailleurs? Vous avez relayé sa tribune dans votre journal, la Nouvelle Tribune, la semaine dernière. Je vais donner la parole à Gérard, si vous permettez. Gérard, vous activez votre micro. Cette question de la dette, j'imagine que vous avez lu beaucoup de choses aussi là-dessus. Hein. Quelle opinion vous en faites aujourd'hui? Je dis que il est souhaitable de ne pas être endetté. Et pour ne pas être endetté, il faut quoi? Il faut être riche. Si vous êtes riche, vous n'avez pas besoin d'être endetté. Et pour être riche, il faut faire quoi? Il faut créer de la richesse. Sauf qu'il y a des riches qui sont endettés. Hein. Excusez-moi, Gérard. Oui, attendez, suivez mon raisonnement. Donc, l'idéal, c'est de ne pas être endetté. Donc, il faut créer de la richesse. Est-ce que nous créons suffisamment de richesse? Je vais choquer certaines personnes, mais posons-nous vraiment la question, est-ce que nous créons de la richesse quand nous importons tout? Le chewing-gum, les bonbons, les télévisions, les microphones, les habits, tout. Est-ce que nous créons de la richesse? Ou bien le peu que nous avons, nous envoyons cet argent-là à l'extérieur pour enrichir les Chinois, les Hongkongais, les Français et tout. Ça, c'est déjà un problème. Nous ne créons pas assez de richesse. L'État ne nous aide pas en créant un cadre qui permette de créer de la richesse. Regardez la Chine. La dette de la Chine, personne n'en parle. Parce que c'est un pays qui a assez de fonds, qui crée assez de richesse. Et même si la Chine a de la dette, il faut mettre la différence entre l'endettement et le surendettement. Eric, la différence est de taille. Quelqu'un qui est endetté, il n'y a pas de problème, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On veut être endetté. J'ai une maison, 2 maisons,
je veux construire une troisième maison, je m'en vais prendre un prêt auprès d'une banque. Il n'y a pas de problème. Je fais la maison là, je la loue, ça me rapporte encore de l'argent. Ça veut dire que la dette peut permettre parfois ou bien souvent de s'enrichir. Quelqu'un qui s'en va prendre une dette et fait du commerce Lomé, Hong Kong. Et à chaque fois, il a des dividendes, il a des bénéfices de 1 million. Vous n'allez pas dire que la dette, elle est mauvaise. La dette, c'est une bonne chose. C'est le surendettement qui est mauvais. Et le surendettement, c'est quoi? C'est que, comme Aubert l'a dit tout à l'heure, le Togo paie à peu près 70%, dépense 70% de son PIB pour le service de la dette. Ce n'est pas tenable. On est surendetté. Ça veut dire que vous payez à cause des dettes, vous vivez mal. Quand quelqu'un fait un prêt auprès d'une banque, il n'arrive plus à se soigner, il n'arrive plus à manger, il n'arrive plus à payer le loyer. Oui, mais ça voudrait aussi dire que ces financiers internationaux nous donnent de l'argent à des taux presque usuriers. C'est pas normal. Fognassi l'a dit la dernière fois. Non, ce n'est pas sûr. Ça, c'est un autre paramètre. Si je vous donne un exemple très simple. Vous vivez dans une maison de location et vous faites un prêt pour aller construire une maison pour ne plus payer le loyer. En construisant votre nouvelle maison, vous avez mal planifié, la maison n'est pas à terre. Vous allez continuer à payer à la banque le prêt que vous avez fait et au même moment, il faut payer le loyer là où vous avez loué. Oui, bien sûr. C'est ça notre situation dans nos pays africains. L'argent que nous prenons, nous l'investissons dans quoi? Dans la route Kégué, Vaughan, Anfouin, qui n'existe pas, qui n'a pas existé, du moins avec les 26 milliards de francs qu'on avait empruntés. L'argent a disparu. C'est parce que nous ne faisons pas le travail qu'il faut avec l'argent. Soit, c'est ça que j'avais appelé gaspillage, soit parce que nous volons l'argent, ou bien nous exécutons mal les chantiers, ou bien les surfacturations et tout cela. Et le chef de l'État, il avait parlé de surfacturation. Donc, c'est un choix en fait. Je crois que c'est un choix de société. Nous avons décidé de gérer tout seul et on en porte les conséquences. Vous savez qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent à la banque et pourtant ils font des prêts. Oui, on entend des choses comme ça. On se demande pourquoi. Ouais, ça, c'est un calcul très simple. Il a par exemple 100 millions de francs, il dépose à la banque en TAT, dépôt à terme. On lui dit, mais monsieur, vous prenez des intérêts de 7%. Et en même temps, dans votre banque, vous lui dites, je peux vous faire un prêt de 100 millions à 2%. Il prend le prêt là, à 2%, qui s'en va mettre en TAT auprès d'une banque qui lui paie 7% d'intérêt et le gars, il s'en sort bien. Ça dépend de comment vous placez votre argent, comment vous utilisez votre argent. Et beaucoup de financiers font ce genre d'opérations. Il approche à moindre coût et il s'en va déposer quelque part en dépôt à terme ou bien pour avoir des intérêts. Et ça marche. Donc, la dette en soi, ça n'a aucun sens. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et donc, moi, je dis encore... Si les Togolais, excusez-moi, si les Togolais entendent aujourd'hui que la dette nous coûte les peaux de la fesse, vous avancez des chiffres jusqu'à 70%, et que sur le terrain, Sylvain Savia le dire, on a du mal à toucher du doigt ce pourquoi on va régulièrement sur les marchés internationaux, on se pose une seule question. Où va l'argent en réalité? C'est où là, Gérard? Je ne saurais répondre parce que celui qui gère l'argent refuse de nous rendre des comptes. Celui qui gère l'argent a détruit toutes les structures qui permettraient le contrôle. Et donc, ce sera une gageure de penser aujourd'hui qu'on puisse donner une réponse. Mais puisque c'est le blackout total. Et c'est ça le problème. Si réellement ils arrivent à gérer le pays pour qu'il y ait prospérité, peut-être que nous tous on va applaudir. Et là encore, ce n'est pas sûr. Mais aujourd'hui, c'est que tout est en décrépitude. Tout est en décrépitude. Celui qui a parlé de la route de carnage, c'est pas faux. Mais allez regarder aussi la voie de Palimé. Mais tout ce qui se passe là-bas tout le temps, les vies humaines qui s'en vont. Nos routes même à Lomé, n'allons même pas loin. Prenez la route Jean-Paul II, Kégué là. Mais vous avez déjà essayé de traverser cette route? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est terrible. Seuls les champions s'en sortent vivants. Hein? On est des champions alors.
Ah ben oui, enfin, pour le moment. Ah oui, bien sûr. Oui, mais parce qu'il n'y a pas d'endroit prévu pour les piétons pour traverser. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de passage clouté, il n'y a rien. Et donc, vous rassemblez tous vos sens, vous priez et vous filez, vous traversez. À chaque fois, comme on dit au petit bonheur, la chance. Le jour où ça vous prend, c'est que vous Vous connaissez le sketch de Azeko Kovivina qui traverse la voie, on dit salaud, et il dit non, quelqu'un monsieur, mais un truc comme ça, vous vous rappelez? Ah ben vous voyez, c'est comme ça, ça s'amuse avec la vie humaine. Or, la vie humaine, c'est quelque chose de tellement précieux. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand je vous parlais tout à l'heure de ce foyer-là pour chauffer de l'eau, imaginez que celui-là se fasse écraser par une voiture. C'est autant de compétences humaines qui s'en vont. Moi, personnellement, je suis très scandalisé par ce genre de choses. Et afin de tuer les meilleurs têtes pensantes, les citoyens, c'est quelqu'un, un de nos confrères, qui disait toujours, mais il faut mettre l'homme au centre du développement. Et ça, il a raison. Il a raison. Oui. Messieurs, merci beaucoup. Je voulais vous écouter sur juste un seul sujet avant de rendre l'antenne, puisqu'on n'a que 10 minutes à passer encore ensemble. Ça se passe donc au Gabon, où la semaine dernière, fin de semaine dernière, on a tous appris le départ de la famille Bongo, qui est désormais accueillie en Angola, à Luanda, pour être précis. Ali Bongo, vous savez, depuis qu'il a été débarqué à la tête du pays, sa femme et son enfant ont été donc emprisonnés. Ils ont été finalement libérés la dernière fois et puis ils ont demandé donc la clémence du pouvoir angolais et la clémence d'Oligui aussi à quitter le territoire et ils sont partis. Et d'où la question que nous nous posons aujourd'hui. En Afrique, les anciens dirigeants échappent toujours à la justice de leur pays et ça on le voit régulièrement. Mais pourquoi ces anciens dirigeants africains sont-ils obligés de vivre hors de leur pays après avoir exercé le pouvoir? Sylvestre, d'abord. Vous avez la parole ensuite à Robin. Non, je crois que c'est la manière donc de gérer le pays. Et pour peut-être pour présenter, il y a certains journaux qui présentent Ali Bongo comme un citoyen angolais. Et puis son nom maintenant c'est Alinos dos Bongos. Ah ouais? De cette manière qu'on le nomme aujourd'hui, Alinos dos Bongos. Oui, vous savez, non, mais sérieusement, ça pose quand même un problème sérieux quand même. Hein? Ça pose un problème sérieux puisque il a pris la relève après les 30 ans de règne de son papa, Omar Bongo Ondimba. Donc Ali Bongo aussi n'a pas à marcher sur les traces de son papa. On a vu la manière dont il a géré le pays. En 2017, vous avez vu la manière dont il a fait modifier la Constitution pour s'offrir un nouveau bail à la tête du pays. Vous voyez, après, il y a la maladie qui est passée par là, mais il a tenu le pays d'une main de fer pendant toutes ces années des élections. Celui qui ne tient plus, qui marche avec une canne, a tout fait donc pour gagner les élections présidentielles là, avec un score soviétique. Mais un beau matin, comme ça se passe maintenant, ça devient presque une contagion au niveau donc de l'Afrique. Avant, c'était donc l'Afrique de l'Ouest avec ce qu'on a vu au Niger avec Tandja Mamadou, au Mali avec Ibeka et puis en Guinée-Conakry avec le vieux là, professeur Alpha Condé, qui ont modifié la position, on a vu ce que ça a donné. J'avais même oublié Blaise Compaoré aussi en 2014. Vous voyez, bien de modifications amène souvent donc des militaires à revenir sur la scène politique. Et donc, c'est cela. Aujourd'hui, celui qui l'a renversé est devenu donc le président. Bon, il fait, pour l'instant, on le voit, il commence à faire son show avec quelques réalisations qui, déjà, on peut le dire, qui militent en sa faveur. Maintenant, est-ce qu'il va poursuivre dans la même lignée des choses? On le verra bien. Maintenant, ces présidents-là, ils ne gèrent pas le pays, si bien qu'à un moment donné, ils sont obligés donc de quitter le pays. Comment est-ce qu'un président
À chaque fois qu'il est malade, il est obligé donc d'aller au Maroc. Je parle donc de Omar Bongo. Il est obligé d'aller au Maroc. De Ali Bongo. À chaque fois qu'il est souffrant, il est obligé donc de traverser la frontière pour aller au Maroc se faire soigner. Or, tu es président d'un pays. Et au Maroc, il y a aussi un président qui, lui, donc, il a investi pour avoir des infrastructures sanitaires donc de dernière génération. Et toi, à chaque fois, tu dois venir là. Vous voyez, donc, maintenant, il est en Angola. Pensant que c'est fini avec ses enfants. Vous savez, Issa Nabré pensait que c'est fini. Mais après, on l'a accueilli au Sénégal. Et c'est au Sénégal qu'il a été jugé et condamné. Donc, aujourd'hui, oui, il peut se dire, bon, voilà, il est loin de la justice gabonaise. Mais un beau matin, on peut lancer un mandat, puisque il a géré le pays pendant des années. Donc, un beau matin, on peut découvrir des choses, si bien qu'on va lancer un mandat d'arrêt contre lui. Et si on arrive à le prendre, puisque les pouvoirs changent et donc les relations deviennent cordiales avec certains dirigeants. Si demain, on a un président gabonais qui veut véritablement revoir tout ce qui s'est passé, et il a vu qu'il y a beaucoup qui ont mis par devers eux l'argent de l'État, mais si Ali Bongo est cité, il va demander à ce que la justice puisse lancer un mandat d'arrêt international pour le prendre. Maintenant, si entre-temps au Gabon, celui qui a négocié pour qu'il soit là n'est plus au pouvoir, mais on peut le livrer facilement. Voyez-vous, c'est le cas Angola, oui, bien sûr. Oui, en Angola, pardon, c'est le cas de Issa Nabré. Donc, vous avez vu, pendant des années, il est là au Sénégal et tout ça, mais à un moment donné, le président qui est arrivé a cédé donc à tout ce que disait le Tchad et puis il a été jugé et condamné. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, finalement, mais c'est quand même bizarre qu'on ait à gérer des pays durant des années et qu'à la fin de l'exercice, on soit obligé de vivre à l'extérieur de son propre pays. Au bien écoutez, quels commentaires vous en faites aujourd'hui, surtout sur le cas des Bongo? C'est pas la première fois quand même, hein. Sylvestre a eu quand même à le dire. Au bien écoutez. Oui, Sylvestre l'a si bien dit, parce que les gens se reprochent beaucoup de choses. Parce que après leur renversement du pouvoir, les gens ont eu quand même à découvrir assez de casseroles que les gens traînaient. C'est toute une cuisine que les gens traînaient. Donc, les gens ne sont pas en paix parce que ils ne peuvent pas vivre au pays. Parce que la sécurité, il y avait beaucoup plus quand ils étaient au pouvoir, la sécurité ne sera pas forcément la même. Les gens craignent quand même qu'on puisse s'en prendre à eux. Et généralement, quand vous voyez ces présidents, c'est parce que ceux qui les renversent, ceux qui les ont renversés, que ce soit par coup d'État, c'est parce qu'ils ont une clémence envers eux. Et comme l'a dit Sylvestre, c'est des gens qu'on va facilement rattraper. L'histoire va les rattraper. Il y a plusieurs présidents qui ne pensaient pas quand même qu'on puisse les rattraper. Mais aujourd'hui, ils ont cette facilité ou bien cette possibilité de pouvoir quitter le pays. Ils ont quitté avec toute sa famille. Mais derrière, après le départ de celui-ci, comme il a dit, il y a des relations qui se créent. Ils sont toujours vivants. Donc ça veut dire qu'un jour à l'autre, on peut réouvrir leur dossier et rapidement on va les chercher. Mais je pense quand même qu'il faut que l'histoire puisse quand même enseigner les dirigeants actuels. Il faut que l'histoire puisse quand même enseigner les dirigeants parce que le fait de se maintenir au pouvoir contre le gré de la Constitution, contre ce que vous êtes le gré de la Constitution ou du peuple, c'est quand même vous mettre des bâtons vous-même dans les roues parce que demain on va vous rattraper. Aujourd'hui, il y a le cas de Macky Sall, lui qui n'a pas été donc renversé par des militaires, mais qui aussi vit à l'extérieur de son pays. Pour l'instant, oui, c'est quand même. Oui. Oui, il vit à l'extérieur parce qu'on nous a fait croire que c'est parce qu'il a eu peut-être une autre occupation, c'est ça qui l'a amené à vivre à l'extérieur. Mais je pense quand même qu'il faut que les gens tirent conclusion ou enseignement de tout ce qui se passe dans la politique en Afrique. En Afrique, vous savez, c'est ça qui amène aujourd'hui à ce que les gens puissent prendre les armes. Et quand on prend également le cas du Burkina, je crois que c'est seul Roch Kaboré. Le Roch Kaboré, je ne sais pas sa position, je ne sais pas s'il est toujours au Burkina ou bien il est à Lomé comme Damiba. Mais je sais que Damiba est à Lomé. Il y a l'ancien président Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que les gens se reprochent un certain nombre de choses.
et craignant qu'on puisse les mettre en prison à tout moment ou bien qu'ils puissent comparaître devant les juridictions, ils demandent la clémence du pouvoir en place pour pouvoir quitter. Mais sauf que ça va les rattraper s'ils sont toujours vivants. C'est des choses qui vont facilement les rattraper. D'accord, très bien. On va écouter Gérard Ouessant sur le sujet. Gérard, votre micro. Votre commentaire sur ce sujet-là. C'est triste, moi, non, je pense que d'avoir gouverné un pays et puis après, au soir de la gouvernance, on sera obligé de vivre à l'extérieur parce qu'on craint pour sa sécurité. Ouais, quand vous avez choisi la dictature comme système de gouvernement, attendez-vous soit à ce qu'on vous donne la mort, ou bien que vous allez en prison, ou bien en exil. C'est tout, c'est un choix. C'est-à-dire que vous pouvez être dictateur en faisant un coup d'État. Alors vous êtes venu par coup d'État, vous avez régné sur les gens, parce qu'en fait, un dictateur, c'est un voleur. Il a volé au peuple le pouvoir. Le pouvoir est normalement au peuple. Lui, il a trouvé le moyen de le lui voler. Et donc, un voleur, qu'est-ce qui se passe? On l'envoie en prison, on le tue, on l'envoie en exil. Et un voleur, en général, quand il gère le pouvoir, il gère la chose, il a beaucoup de choses à se reprocher. Donc, après votre règne, c'est sûr que des gens vont vous en vouloir, la justice va vous en vouloir. Et donc, ils partent en exil. Mais ce qui est sûr, c'est que ce phénomène-là n'est pas collé seulement à l'Afrique. C'est partout. Quand vous prenez, par exemple, je ne sais pas, le Pérou, il y a un président, il a dû fuir en Allemagne, Hitler. Il a dû fuir en Birmanie. Vous voyez ce qui se passe sur tous les continents. Donc, le truc n'est pas lié à l'Africain, mais c'est lié au système de gouvernance pour lequel on a opté. Si on vous donne la gestion d'un pays et vous gérez en transparence et surtout démocratiquement, où il y a une administration qui est là, la société civile est là, qui contrôle et tout, mais vous partirez sans problème. Il se pourrait aussi que, après votre règne, vous alliez en prison, comme Sarkozy aujourd'hui. Mais ce n'est jamais aussi grave que quand vous régnez ou vous tuez des gens, vous emprisonnez des gens, vous avez usurpé le pouvoir, on va vous payer. Plus le crime est grand, plus le châtiment aussi est grand. Donc, un dictateur, il commet des crimes extrêmement graves et donc le châtiment aussi est grand. Et c'est ça qui nous arrive. Mais ce n'est pas seulement pour l'Afrique. Hein. Si Hitler ne s'était pas suicidé, vous imaginez ce qui lui serait arrivé. Et plein de gens, les Pinochet, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. C'est pas seulement en Afrique. D'accord, très bien. Rodrigo Duterte a été arrêté récemment. Donc, c'est ça. Oui, bien sûr. Messieurs, on va devoir s'arrêter là, puisqu'il est 12h32 ici, sur la radio Taxi FM. Merci beaucoup, Aubin Koutélé. Je rappelle que vous êtes le patron du site togomedia24.tg. Sylvestre Béni, le patron du journal La Manchette, et Gérard Ouessant, Mr. Gérard, le patron du journal Sika. Sika dans les kiosques demain ou mercredi finalement? Non, mercredi on sera dans les kiosques. Ah ouais, et donc dans Taxi Média le matin à 7h. Merci beaucoup à vous tous. Évidemment. Merci également à Francis Daï qui a assuré la réalisation et la mise en onde de la gare routière de l'information. Appelez-moi Saint-Irrigator. À demain.